Moi, c'est Eloane, votre humble serviteur. Et derrière, on a Manjou, mon ingé son. Bonjour. La star. On lui a donné un micro aujourd'hui, on va voir ce qu'il en fait, mais j'ai un petit peu peur. Aujourd'hui, l'épisode, il est un peu spécial parce que de base, on devait vous sortir autre chose, qui était un contenu hyper chiadé avec des interviews, une énorme enquête journalistique et tout. Mais on n'a pas eu le temps de le finir. Donc, on vous le sort le mois prochain. C'est ainsi que je vous dis de rester branchés et de vous abonner, possiblement, parce que le film va être trop cool. Mais en tout cas, ce mois-ci, je vous ai un peu ressorti un de mes films pépites dont j'avais envie de vous parler depuis quand même quelques temps. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai envie d'écrire un truc sympa. Aujourd'hui, on va parler des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Aujourd'hui, j'ai écrit l'épisode d'une façon un peu différente. J'ai pas juste divisé en mode personnage, acteur, intrigue, mais j'ai plus fait des catégories thématiques. Donc vous me direz ce que vous en pensez et si c'est assez clair. En tout cas, je voulais commencer cet épisode par vous parler de Jacques Demy et vous montrer à quel point c'est le Balzac du cinéma en fait. Pour la partie un peu biographique sur Jacques Demy, je me suis appuyée sur le hors-série numéro 3 des Cahiers du cinéma, que vous voyez juste ici. J'aime trop la couverture, elle est trop belle. Même si, à plein d'égards, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'écrivent les Cahiers du cinéma, je trouve que le hors-série sont assez intéressants parce que souvent, ils ont des archives assez remplies d'interviews qu'ils ont faites il y a plusieurs dizaines d'années avec certains réalisateurs et que du coup ça donne des trucs hyper complets. En tout cas, Jacques Demy, il faut savoir qu'il n'a pas eu un parcours hyper extravagant. Il a fait des études de cinéma classique et en plus de ça, il a suivi une formation de décorateur aux Beaux-Arts, ce qui pour moi je trouve est un élément clé pour un peu aborder son cinéma d'une façon quand même assez pragmatique, vu que Jacques Demy est connu pour ses décors de tarlet ouf, selon mon langage scientifique. Je voulais vous prendre un petit extrait d'une interview qu'il a fait en mai 1964 et que je trouve super stylé. Et en fait, il y a un moment donné où on lui pose la question justement par rapport à cette formation, de ce que ça lui a apporté et de pourquoi est-ce que cette formation a eu une influence sur ses films. Et à ça, il répond: le cinéma, c'est l'image, non ? Une image se compose, une image doit tenir debout. Ce que l'on présente devant la caméra est la même chose que ce qu'un peintre présente devant sa toile. Et en fait, je trouve que ça, déjà, ça donne un peu l'axe principal du cinéma de Jacques Demy. Avant de parler des Demoiselles de Rochefort et de ses précédents films, je trouve qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Jacques Demy, c'est un artiste, c'est un peintre, c'est quelqu'un qui regarde. Avant tout, ses films, il faut les regarder visuellement. Il faut vraiment s'en imprégner. Mais aussi, il faut s'imprégner de son atmosphère. Et Jacques Demy, sachant qu'il conçoit un peu tout généralement, un peu comme Wes Anderson dont je vous ai parlé dans mon épisode 2, allez écouter. Il a une vision hyper globale du rendu graphique de ses films, ce qui fait que c'est très intéressant à décortiquer. Ça, cette formation de décorateur, on peut la remarquer dès par exemple les parapluies de Cherbourg. Dans les parapluies de Cherbourg, il a pensé chaque papier peint des maisons dans lesquelles il filme, surtout de la boutique des parapluies de Cherbourg. En fait, on a des papiers peints qui sont très très colorés, à l'inverse de tous les films qui étaient faits dans les années 60-70, qui étaient assez ternes ou en noir et blanc parfois. Parler de cette formation de décorateur, au-delà de cette formation de réalisateur, c'est assez important. En sortant de son école de cinéma de Vaugirard, il a assez galéré financièrement. Et ce qu'il explique dans toutes ses interviews au Cahier du cinéma, c'est que commencer dans le milieu du cinéma sans argent, c'est quand même vachement la tuile. Et ça, c'est ce que n'importe quel réalisateur dirait. Mais je trouve ça cool que ce soit un réalisateur des années 60 qui le confirme. Le cinéma, vu que c'est un milieu hyper élitiste, si t'as pas de contact et que t'as pas plusieurs milliers d'euros à mettre dans des courts-métrages hyper stylés et dans des caméras très chères, en fait, tu te retrouves vite à tourner en rond et à tourner avec les mêmes personnes. Ce qu'explique Jacques Demy, c'est qu'il a eu une mentale beaucoup plus aboutie de se dire il faut que j'appelle des gens. Il faut que j'appelle des gens, que je propose mes idées, que je dise aux gens que j'existe tout simplement pour que je me ferai une place, non pas financière, non pas technique, mais humaine. Il a rencontré pas mal de gens. Par exemple, il a commencé par s'intéresser au milieu des marionnettes. Il voulait faire son premier court-métrage en marionnettes. Il ne l'a pas fait finalement, mais c'est pour ça qu'il a été voir Paul Grimaud, qui faisait des films d'animation, que je vais vous mettre un peu tout autour de moi, juste ici. Paul Grimaud, à l'époque, c'était quelqu'un de très influent, qui a été assez oublié désormais. Et c'est pour ça que quand Jacques Demy l'appelle, ils deviennent finalement très bons amis, parce qu'ils partagent cette même vision très graphique de leur monde autour d'eux. Et ça l'a permis, au final, de financer et de monter ses courts-métrages, alors qu'il partait juste des bancs de l'école et qu'il n'était pas très connu à l'époque. Il a commencé par faire des courts-métrages et son premier s'appelle Le Sabotier du Val-de-Loire, qu'il a fait en
1955. Il a fait son film en noir et blanc. Ce que je trouve assez beau, c'est que son film, ce court-métrage de 20-25 minutes, il cristallise vachement la jeunesse et la nostalgie. Ça raconte des souvenirs d'enfance parce que pendant la guerre, tous les enfants, majoritairement les enfants occidentaux, étaient envoyés dans des familles à la campagne pour être protégés des attaques et des bombardements de la guerre. Et ça a été le cas de Jacques Demy, où il a été envoyé dans une famille de sabotiers, donc un homme et une femme qui étaient sabotiers de profession. C'est un milieu dans lequel il a baigné quand même pendant plusieurs mois. En fait, en faisant ce film, il voulait faire une petite rétrospective dessus et se pencher vraiment sur le savoir-faire. Donc passer du temps à filmer vraiment la fabrication des sabots, l'atelier, à filmer toute cette atmosphère-là pour montrer vraiment l'artisanat et la fabrication. C'est assez quand même une réflexion qui est axée sur la vieillesse, sur le regard d'un enfant sur la vieillesse, sur la postérité, sur à quel point l'humain est capable de se dédier pendant des dizaines d'années au même métier, à la même œuvre, pourvu qu'elle soit bien réalisée. Le court-métrage suivant, c'est un court-métrage qu'il a adapté d'une pièce de théâtre de Jean Cocteau qui s'appelle Le Bel Indifférent. Et en fait, là, du coup, c'est un court-métrage en couleurs qui se passe dans un décor théâtral. C'est assez cinématographique, mais déjà, les couleurs sont très vibrantes. Par exemple, un des murs du décor, il est très rouge. C'est un rouge assez vibrant. Et ça, j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant. Ici se forme cette idée du décor de Demy et cette façon de jouer. C'est beaucoup moins contemplatif, c'est beaucoup plus expressif, beaucoup plus interprété. Il a un vrai travail des perspectives et de la tonalité du film. Il a dit « Je voulais donner cette impression de douceur qu'on trouve dans une douleur lancinante ». Déjà, Jacques Demy, merci d'être le poète que tu penses être. Il donne déjà beaucoup plus une empreinte à un film. En seulement un court-métrage, il a développé un regard observateur et dans le deuxième, il donne tout de suite une identité. Depuis ce film-là, du Bel Indifférent, il a commencé à travailler avec le chef décorateur Bernard Evin, ou Evein, Evin. Et en fait, ce décorateur, il a bossé avec lui jusqu'à Peau d'âne et jusqu'à plein de films de la Nouvelle Vague. C'est dès ses premiers courts-métrages que, comme le reste des réalisateurs dont on parle dans ce podcast, il s'est formé sa fine équipe, mais aussi son regard. Ce que je trouve le plus intéressant, et moi vraiment ça m'anime, je pense que vous le voyez, c'est que Demy, dans ses longs métrages, il veut créer sa propre comédie humaine. En fait, il va se fabriquer une sorte de multiverse de toutes ses références et de tous ses personnages. Il crée des films interconnectés avec des personnages qui reviennent dans certains opus. Il trace en réalité une seule et même carte de la France avec des régions qui ont toutes des similitudes, mais en même temps toutes des particularités et qui se relient. Des personnages qui voyagent d'une région à l'autre, qui reviennent d'un film à l'autre et qui se font des échos. Parfois, les personnages ne reviennent pas, mais sont mentionnés. Et c'est vraiment un truc d'easter egg à observer. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis vraiment intéressée à ça en profondeur. Pour vous parler un peu de ces longs métrages, je vais passer par ce prisme-là de la comédie humaine, tout simplement. Déjà, je vais commencer par vous introduire cette partie avec la citation « Les rencontres ne sont pas fortuites, mais policièrement orchestrées ». Ça, c'est Jacques Demy qui l'a dit. Je trouve que ça questionne énormément le destin dans ces films, parce que par exemple Les Demoiselles de Rochefort, c'est une histoire d'amour entre plusieurs âmes sœurs qui se rencontrent pas, c'est une question de chassé croisé en fait. Et lui explique bien que c'est policièrement orchestré, que tout est réfléchi, que si des amants se loupent de peu au croisement d'une rue, en fait tout est pensé pour que ça crée un impact chez le spectateur et que ça crée une attente et qu'en fait, ils vont finir par se retrouver. Et tous ces trucs-là, ça montre à quel point Jacques Demy, c'est un mec qui pense. En 1963, dans Les Parapluies de Cherbourg, on retrouve le personnage de Roland Cassard qui est joué par Marc Michel. Et en fait, il s'éprend du personnage de Geneviève interprété par Catherine Deneuve. Roland, il confie qu'il a aimé une femme autrefois, mais que son cœur a été brisé et que ça l'a mené à errer dans le monde pendant quelques années avant de rencontrer Geneviève. Cette femme qui lui a brisé le cœur, c'est Lola, le personnage du film éponyme que Demy a fait 2 ans plus tôt. Lola, c'était une danseuse de cabaret, éprise de Michel, le père de son enfant, et Michel, il part 7 ans aux États-Unis pour faire fortune. Pendant 7 ans, elle l'attend et elle s'éprend de quelques hommes, mais elle ne va jamais aller plus loin que ça, parce qu'elle attend foncièrement son grand amour. Et Roland Cassard s'éprend de Lola. Lola ne l'aime pas en retour et du coup, il va partir juste à la fin du film en Afrique du Sud après une pseudo-affaire de diamants volés. Sur la route, après avoir quitté Nantes, il va finir par s'enrichir et après ces longs voyages dont il parle un peu dans le deuxième film, il arrive à Cherbourg. Il rencontre Geneviève, il tombe amoureux d'elle et Geneviève aussi est dans une situation d'attente. Son amour de toujours est parti à la guerre d'Algérie et du coup, elle est enceinte de lui.
Mais elle va décider de ne pas l'attendre, pour des raisons cette fois-ci beaucoup plus financières. Elle et sa mère sont ruinées, elles ont besoin d'argent, sinon elles vont perdre la boutique. Roland Cassard arrive, tout fortune et tout beau, il lui dit « Veux-tu m'épouser ?» Elle lui dit « En vrai, oui ». Et c'est comme ça qu'ils partent tous les deux. C'est hyper intéressant de voir que dans ces deux films, on a les mêmes perspectives d'attente, cette même notion de l'amant parti, mais qui peut revenir, et cette perspective d'espoir toujours, qui pèse un peu sur le nouveau couple qui est introduit. Roland Cassard, dans le premier film, il a le cœur brisé. Dans le deuxième, il est satisfait, et je trouve ça trop cool de remarquer cette petite connexion. Avec tous ces premiers films, Demy en vient à dessiner, comme je vous l'avais dit plus tôt, sa propre carte de la France. Il relie différentes provinces, Nantes, Cherbourg, Rochefort, le nord, le sud de la France, mais il tourne un peu autour de Paris. Dans ce cadre aussi, il va dessiner des personnages qui, bien que stéréotypés, se veulent assez banals. C'est juste des gens de la ville, précaires, ou jeunes, ou pleins d'aspirations, mais qui sont simplement animés par ce désir de trouver l'amour et de pouvoir exprimer pleinement cette intensité qui leur est propre. Et en fait, c'est là qu'on voit que la seule chose qui différencie ces personnages, c'est comment est-ce qu'ils vivent leur romance. Dans chacun de ces films, Demy, il gravite simplement autour de cette notion-là, de l'amour, de l'intensité des sentiments et de cette cristallisation de ce que ça procure, du bonheur que ça peut donner ou des tragédies que ça peut engendrer. En 1967, Demy veut faire revenir dans une nouvelle production le personnage de Guy, qui est donc le premier amour de Geneviève et qui est parti à la guerre. Sauf que l'acteur qui est donc Nino Castelnuovo n'est pas disponible, cet écho-là ne peut pas se faire. Pourtant, Demy va quand même trouver le moyen d'incorporer dans ces Demoiselles de Rochefort une référence à ses précédents films. En fait, dans Les Demoiselles de Rochefort, on a l'incident d'une femme qui a été découpée à la hache par un de ses amants qui a été déçu. Et en fait, c'est une vieille femme avec un vieil assassin, dont je ne vais pas vous citer l'identité tout de suite, parce que c'est un peu un turning point dans le film. Et en fait, on retrouve cette femme dans une malle qui est cachée dans une des ruelles de Rochefort. Ce qui est génial, enfin moi je trouve ça génial, c'est que cette femme-là, c'est Lola, une danseuse de cabaret. On réfléchit un peu, on repense à Lola, son premier long métrage vraiment abouti, danseuse de cabaret. Elle avait plein d'amants qui n'ont jamais été satisfaits parce qu'elle ne s'est jamais vraiment donnée à eux. L'un d'eux l'a assassinée à Rochefort. Il permet de relier tous ces films les uns aux autres comme une comédie humaine de Balzac avec les mêmes personnages, Lucien de Rubempré, tous ces jeunes pleins d'aspiration, mais aussi ces vieux qui manigancent. Moi, je trouve ça trop cool. Peau d'âne, en 1970, rompt définitivement avec cette exploration un peu vernaculaire des provinces françaises. Jacques Demy voyage dans un espace-temps assez indéfini où certes, on a quelque chose de très médiéval avec des châteaux, des costumes très chevaliers, princesses, mais en même temps des références totalement anachroniques, genre une fée qui voyage en hélicoptère. C'est là où on voit vraiment que Peau d'âne se situe dans une parenthèse un peu onirique, merveilleuse, où tout est possible, mais pas seulement dans un code chevaleresque médiéval, mais aussi dans une vision totalement globale de la technologie, de ses merveilles et de tout ce qui est possible. Le seul lien avec ses précédents films dans Peau d'âne, c'est l'utilisation de ses anciens acteurs. Donc on remarque bien sûr Catherine Deneuve, mais aussi Jacques Perrin, qui joue le prince, mais aussi Maxence dans Les Demoiselles de Rochefort. Clairement, Peau d'âne, c'est un de mes films esthétiques préférés ever, dans le monde entier. Parce que là, vraiment, on a une proposition hyper extravagante, hyper assumé, on n'a que des parties pris visuelles de fou. Ici, on voyage vraiment dans un monde scintillant avec des costumes qui sont signés Agostino Pace et qui sont absolument phénoménales. Je vais vous mettre quelques croquis autour de moi de ces dessins parce que c'est tout simplement dingue ce qu'il a été capable de réaliser, notamment les robes de Catherine Deneuve qui sont scintillantes et hyper soleil, lune, tout ça. Allez voir le film, c'est une obligation. De cette œuvre féerique, Jacques Demy en revient un peu plus mature et un peu plus posé. Il me proposera en 82 une nouvelle production qui s'appelle Une chambre en ville et qui ici est moins excentrique mais pas pour le moins iconique. Comme il le dit Demy, c'est un peu un opéra pour l'opéra, avec un grand O, qui se passe à Saint-Nazaire. Donc ici, on se situe encore dans une autre région de notre carte de France. Il sortira son dernier film, 3 places pour le 26, avant de s'éteindre en 88, malheureusement à l'âge si jeune de 59 ans, et il décède du sida. À la fin des années 80, bien sûr que c'était un des plus grands fléaux de notre société, pas seulement dans une communauté homosexuelle, parce qu'il faut le rappeler, le sida peut se transmettre dans n'importe quel type de relation charnelle. Et c'est hyper important de continuer à sensibiliser les foules à
cette cause qui est énormément mise sous le phare de la recherche, pas du tout comme à la fin des années 80 où c'était un peu vu comme la peste moderne des gays. Justement, en rebondissant sur cette dernière réflexion que je vous ai faite, il faut parler d'à quel point Demy, c'est un réalisateur qui fait partie de la nouvelle vague, mais qui est tout de même un peu en marge de celle-ci. Déjà, il faut rappeler que de la fin des années 50 à peu près la fin des années 60 se passe dans le courant cinématographique français la nouvelle vague. C'est un peu un renouvellement du cinéma hexagonal qui le démarque totalement de la tradition. Pour ça, on utilise des dialogues simples, des personnages communs, à l'inverse de grands personnages grandiloquents et grandioses de cinéma plus classique. Et c'est un traitement des décors beaucoup plus dans des décors réels et dans la nature que dans des studios, pour chercher vraiment cette véracité, cette vérité transmise à l'écran. Bien sûr, la nouvelle vague, comme un peu tous les courants artistiques qui existent au monde, est influencée par les mouvements politiques de son époque. Et il faut rappeler que la nouvelle vague se passe pendant que les jeunes sont en quête de liberté, de vérité, qui se veut être totalement en pleine révolte. À la fin des années 60, c'est la guerre du Vietnam, mai 68, la guerre d'Algérie, l'émergence de la communauté hippie, les premières révoltes de la communauté queer, tout se veut progressivement se délier, les langues se révèlent, on a beaucoup plus de manifestations, on a aussi tout simplement un changement d'état d'esprit et une volonté de remodeler le monde en dehors des traditions qui sont établies plus tôt. Par exemple, on peut s'appuyer sur la libération sexuelle des femmes, l'invention de la mini-jupe, toutes ces choses-là gravitent autour de cette idée de on veut se défaire des carcans sociétaux. En fait, la nouvelle vague, il faut vraiment l'inclure dans cette période-là. Et je trouve que la meilleure façon de clairement comprendre le mouvement, c'est de regarder le film de Richard Linklater qui est sorti l'année dernière et qui parle de la réalisation de À bout de souffle, le film de Godard sorti en 60. Je trouve qu'on capte bien les mentalités des gens et surtout les interactions entre les différents réalisateurs nous aident à comprendre dans quelles aspirations ils se situent pour créer leur film et à quoi ceux-ci font écho. C'est une période marquée par le travail de Truffaut, Godard, Chabrol, Agnès Varda et notamment Demy, mais par rapport aux autres, il propose un type de film qui est un peu en marge tout de même. Et tout ça, ça s'explique notamment par une certaine sensibilité qu'apporte Jacques Demy à la question du genre. Déjà, ces personnages masculins, ils remettent en perspective les canons virilistes de l'époque en abordant un côté un peu fleur bleue, je mets des gros guillemets à cette expression, mais un côté beaucoup plus à fleur de peau et beaucoup plus sensible à l'amour, aux sentiments extérieurs et aux choses qui peuvent les toucher. C'est beaucoup moins réprimer les émotions que les expliquer et les mettre en chanson surtout. Le personnage de Maxence, par exemple, dans Les Demoiselles de Rochefort, c'est un peu le personnage typique du peintre torturé à la recherche de l'idéal amoureux qui en parle à tout le monde. C'est pas du tout un truc intériorisé. À la première personne qu'il va rencontrer, il va dire « Je suis peintre, poète, j'ai envie de rencontrer ma meuf ». Et ça montre aussi, que ce soit dans sa tenue de matelot ou dans sa tenue aussi de jour de permanence, qu'il est vraiment en train de challenger ces codes-là. Et c'est un peu pareil dans Podane. Les costumes dans Podane, ils sont absolument beaucoup plus androgynes que tout ce qu'on pouvait voir à l'époque. On peut aussi parler de la figure féminine dans les films de Demy, parce que par exemple dans Lady Oscar en 78, Demy met en scène une jeune femme qui est élevée en homme pour devenir chef des armées. Là concrètement, on a un peu un truc à la Mulan, où on présente une figure féminine beaucoup plus virile que la féminité à l'époque et que les canons de beauté qui, à la fin des années 60, redeviennent assez traditionnels quand même. Il faut rappeler qu'avec le retour de Nixon aux États-Unis, on a un peu toutes ces libertés-là qui sont abrogées et on revient à quelque chose de beaucoup plus traditionnel au final. Ce constant challenge de l'hétéronormativité montre que Demy, il a quand même un point de vue assez poussé et assez légitime sur les choses dont il parle. Et ça s'explique notamment parce que c'était une bisexual queen. Demy est très célèbre pour sa relation publique avec la réalisatrice Agnès Varda, mais ses proches ont révélé quelques années après sa mort qu'il a eu beaucoup de relations homosexuelles. Et celles-ci sont restées secrètes aux médias, notamment parce que les relations homosexuelles ont été dépénalisées seulement avec Badinter et la loi Forny du 4 août 1982. Je vous parle encore d'une époque où être homosexuel visiblement dans la rue, être ostentatoirement en train d'embrasser sa meuf en étant déjà une femme, c'était puni par la loi. Et en fait, ceci explique comment il se cachait et comment cet aspect-là a été révélé bien plus tard. Mais en réalité, ça transparaissait beaucoup dans son cinéma, qu'il avait une culture queer,
qu'il était ouvert à beaucoup de choses et qu'il avait cette volonté de se montrer tel qu'il était, mais d'une façon un petit peu dérobée. Attention, comme je vous en ai parlé plus tôt, sa mort du sida n'est pas liée à son homosexualité. Il aurait très bien pu l'attraper avec quelqu'un d'autre, avec une autre femme. Il faut bien rappeler qu'on ne doit pas rester dans cette condition de la société, de se dire le sida c'est que un truc d'homosexuel. Ce point de vue cinématographique de Demy n'aurait pas pu être celui de Chabrol ou celui de Truffaut, à part s'il y a quelque chose que je ne sais pas. Mais ça montre que Demy écrit d'une condition déjà assez marginale, où il a intériorisé beaucoup de choses, mais il a aussi envie d'exprimer beaucoup de choses qui lui sont interdites et il trouve une façon de le faire différemment. Certaines des infos que je viens de vous énoncer, je les ai trouvées dans un article de Tétu, un média queer, qui s'appelle « 90 ans de sa naissance, Jacques Demy était queer avant l'heure ». Et cet article, il date de 2021 et il a été écrit par Aurélien Martinez. Ce que je trouve bien avec le média Tétu, c'est qu'il décortique certains films au ciné et certains grands canons, grands classiques des années 60 et qui expliquent, voilà, il y a tel ou tel point qui ici peut être interprété derrière une certaine perspective. Je trouve que c'est pas du tout du queerbaiting et je trouve que c'est pas du tout quelque chose de wokiste. C'est juste une vision qui est ancrée dans la réalité. Oui, il y a aussi des gens dans les années 60 qui étaient gays et ils avaient aussi un point de vue sur la société. Parlons-en en fait. Parlons-en, mettons ça plus en lumière et arrêtons de stigmatiser les causes pour lesquelles on se bat au quotidien. Au-delà de cet aspect-là, Demy, il a toujours eu à cœur de travailler avec des gens de son époque. Par exemple, sa collaboration avec Michel Legrand. Michel Legrand, c'était un des plus grands artisans musicaux de son époque. Et ils ont formé une collaboration, un vrai duo qui fonctionnait par pair pendant des années. Il faut savoir surtout que Jacques Demy était hyper apprécié de ses contemporains de la Nouvelle Vague. Et notamment, je voulais m'appuyer sur une citation de Jean-Luc Godard dans Les Cahiers du cinéma, à l'égard notamment de son film sur les sabotiers. Je n'aime que les films qui ressemblent à leurs auteurs. Avec Jacques Demy, on met une demi-heure pour faire le tour de la place de l'Étoile en automobile. On mettra donc une demi-heure pour voir un sabotier fabriquer un sabot et une demi-heure aussi pour s'apercevoir avec une femme que son amant lui est bel et bien indifférent. Je trouve ça très pertinent parce que cette simple citation, elle montre que Demy, il met beaucoup de lui-même dans son cinéma, comme beaucoup de réalisateurs, mais il met ce souci du détail et cette patience de la réalisation et de l'artisanat qui transpire dans ses films. Ça prouve un peu mon point quand je vous disais que même toute sa culture queer, elle transparaît dans ses films parce que c'est ce qu'il est. Et c'est ce dialogue qu'il a envie d'instiguer avec ses spectateurs. Et du coup, c'est trop intéressant à décortiquer. Celle qu'il a véritablement ancrée dans la Nouvelle Vague et dans son époque, c'est Agnès Varda, du coup sa femme dont je vous ai parlé, avec qui il a eu un fils qui s'appelle Mathieu Demy et qui est toujours un acteur et qui participe à la fondation de Jacques Demy, je crois. Agnès Varda, elle a réalisé plein de films dont le plus connu, c'est quand même Cléo de 5 à 7, mais il y a encore plein de films qui sont disponibles, je crois, sur Arte. Il y a une exposition qui a été faite sur elle et son regard apporté sur Paris il y a quelques mois. En tout cas, son travail est très mis en avant, ce que je trouve très cool parce que c'est une des seules femmes à porter la casquette de la Nouvelle Vague, qui est hyper intéressant, et je vous en parlerai pas ici parce que ça va nous prendre trop de temps, mais c'est de voir à quel point les films d'Agnès Varda et de Jacques Demy se répondent. Il y a plein d'éléments qui correspondent, il y a plein d'aspects visuels qui se font écho. Pendant toute leur relation, ils ont été ensemble, je crois, une trentaine d'années. Ils ont toujours eu cette vision collective et en duo du cinéma comme si c'était une valse. En tout cas, les documentaires qu'on doit vraiment regarder, c'est ceux qu'Agnès Varda a réalisés à propos de Jacques Demy. Elle est beaucoup de fois partie avec lui pour découvrir ses tournages, pour le suivre sur l'écriture de ses films, et elle a filmé énormément de rushs de Jacques Demy en pleine création. Elle a notamment fait un documentaire qui s'appelle « Les demoiselles ont 25 ans », et qu'elle a sorti en 93 sur notamment la création, le montage, le démontage des décors et la formation des acteurs et actrices sur le tournage. Tous ces aspects-là montrent à quel point Jacques Demy, c'était un vrai réalisateur de son époque, un peu ovni dans les thématiques et dans le regard qu'il apportait, mais tout autant soucieux de bien faire les choses et de s'inscrire dans une époque et dans un vrai mouvement qui se veut militant d'une façon un peu détournée. Et c'est ça que je trouve hyper impressionnant, parce que derrière certains costumes, on peut voir un vrai doigt d'honneur à la société patriarcale et aux conventions de l'époque. Je pense que pour comprendre foncièrement les Demoiselles de Rochefort, avant même de vous en faire un résumé, il faut parler de cette aspiration à créer un héritage hollywoodien en France. Beaucoup caractérisent Les Demoiselles de Rochefort comme la première comédie musicale française. Et ça, c'est pas pour rien. C'est pour montrer que ce film-là
a été à l'origine de beaucoup d'autres et d'une énorme famille de films musicaux français qui n'auraient pas pu être possibles sans Jacques Demy. Les Demoiselles de Rochefort se situent juste après un éclatant triomphe des Parapluies de Cherbourg, comme je vous en ai parlé juste avant, qui est un opéra totalement chanté. Il n'y a pas un dialogue qui est parlé dans le film, et c'est ce que moi, personnellement, j'ai trouvé assez insupportable. C'est que vas-y, j'en ai marre qu'ils chantent pour tout, même pour aller acheter du pain, parler normalement. C'est un parti pris, et c'est quand même assez dingue de se dire que les acteurs n'ont pas vraiment ouvert la bouche une seule fois et qu'ils ont été doublés par des chanteurs tout le film. Ça montre à quel point le travail des expressions faciales a été important et le travail du playback surtout. Les Parapluies de Cherbourg, c'est un film qui est quand même beaucoup plus sombre, qui se situe dans ce dont je vous ai parlé juste avant, des thématiques assez obscures, de l'attente, de l'espoir perdu, de la grossesse prématurée notamment parce que Geneviève, elle est enceinte à 17 ans, de la jeunesse envolée et de la précarité. Tous ces thèmes-là, ils sont pas très joyeux de tagada poète poète. Demy, quand il sort de cette production, il se dit j'ai envie de faire quelque chose de fun. J'ai envie de sortir de cette enveloppe un peu sombre, un peu dramatique que je me suis donnée avec Lola et Cherbourg. J'ai envie de vraiment de construire quelque chose qui est juste agréable à regarder, qui est un peu une pause, un break dans toutes ces émotions négatives. Les Parapluies de Cherbourg, ils se résument en une phrase, une des répliques du film par la tante Élise, c'est le bonheur qui me rend triste. Et en fait, ça, je trouve ça trop chouette que dans Les Demoiselles, le bonheur rend heureux. C'est fini les larmes, maintenant c'est place à la joie, place à la danse, place à la fête. Et tout ça, c'est expliqué dans des archives de l'INA qui s'appellent Les Demoiselles de Rochefort ont 50 ans. Encore un autre extrait de documentaire d'Agnès Varda. On a aussi des images qui ont été tournées par d'autres gens. Et en fait, c'est trop beau de voir juste des gens rigoler. Les acteurs sur le set, donc les images, elles sont tournées en noir et blanc, on les voit plein de couleurs en réalité. On voit que tout le monde danse, que tout le monde rigole, que Jacques Demy n'était pas un énorme tyran comme certains, genre Stanley Kubrick, mais qu'il était vraiment un esprit léger et un cœur généreux. Comme je vous en parlais un peu en introduction de cette partie, Jacques Demy et Michel Legrand, c'est des énormes mélomanes admirateur des comédies musicales de Broadway. Une des plus grandes aspirations de Legrand, c'est de faire des compositions à la hauteur des grands. Quand je vous parle des grands, je vous parle par exemple de Chantons sous la pluie de Gene Kelly et Stanley Donen sorti en 1952. Je vous parle aussi de West Side Story, évidemment, de Jérôme Robbins et Robert Wise sorti en 61. Et je peux même vous parler de Gilda de Charles Victor sorti en 46. En fait, toutes ces productions-là, elles inspirent énormément Jacques Demy dans les couleurs, dans la façon d'écrire les dialogues, dans la façon de tourner les plans. Sauf qu'en France, faire un film plein de ballets, de danse, de lumière et de couleurs, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas du tout cette culture de la comédie musicale à l'époque. Il n'y a pas d'industrie du tout du musical. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'acteurs formés, il n'y a pas de chanteurs, danseurs qui performent aussi au théâtre. Je vais vous mettre un petit extrait de Catherine Deneuve et de sa sœur qui parlent de ça et de la difficulté que ça a été pour Jacques Demy d'aller jusqu'au bout de son rêve. Difficile en France d'éduquer les gens à faire ce genre de film. Et d'ailleurs, Jacques Demy, ça fait 2 ans qu'il essaie de monter ce film, m'a dit que c'était vraiment une tentative un peu désespérée, enfin, qu'il renouvellerait sûrement pas en France. Il n'a pas dit désespéré, mais il a dit... Non, désespéré dans le fait que c'est vraiment... Qu'il ne pensait pas qu'il ferait... Enfin, il fait cette comédie musicale puisqu'il a toujours rêvé d'en faire un, mais à son avis, il n'en fera pas un autre, en tout cas pas en France, parce que c'est trop dur. Les moyens sont trop durs au départ. Et à cause des costumes, et parce qu'il faut rester souriante, fraîche, et comme si vraiment, avec un teint merveilleux, qu'en réalité on aura répété, on sera en train de danser, il fera chaud. De porcelaine. Et que tout ça, ça sera difficile aussi pour le chef opérateur. C'est ça qui m'avait donné l'impression de facilité, de fraîcheur, de beauté, de sourire, alors qu'on a passé des heures à répéter, à faire les coiffures, les maquillages, enfin régler les lumières, et puis donner cette impression de facilité. Voilà, enfin, qui est vraiment l'impression d'être surnaturelle et divine, alors qu'on est tout simplement ça, c'est humaine. la vraie grâce que donne le cinéma, c'est des espèces de choses tout à fait impalpables et surnaturelles. Mais grâce au succès des Parapluies de Cherbourg aux États-Unis, Mac Baudard, la productrice du film de Cherbourg et des Demoiselles de Rochefort, elle a une idée, c'est de faire une double production. Cette double production, elle se ferait grâce à l'intervention de Warner dans les financements. Ça implique énormément de choses, d'ambition, de parti pris, de considération financière. Et tout est vu en très très grand. C'est pour ça qu'un des plus grands partis pris de ce tournage, c'est de tourner le film en français et en anglais. Chaque scène a été tournée 2 fois. Chaque dialogue a été traduit, chaque chanson a été repensée pour coller à ses idiomatiques. C'est colossal ce que ça a demandé comme travail de pré-production, de penser
toute cette aspiration-là, toute cette ambition de zinzin de l'espace de faire un film en 2 fois. On est aux alentours de 18 chansons et de 15 ballets qui sont performés 2 fois, en plus des dialogues, de toutes les petites scènes et de toutes les incohérences qui doivent être corrigées. Pour ça, pour avoir plus de détails dessus, je vous encourage à aller écouter le podcast de Laurent Vallière sur la story des Demoiselles de Rochefort. Moi, j'ai écouté ces 5 épisodes de 15 minutes, ça s'écoute hyper bien, il y a plein d'extraits musicaux. Et en plus, ça parle vraiment de ce fantôme américain qui a été le film et je trouve ça trop bien. Parce que oui, la question qui subsiste quand je vous parle de ça, vous vous dites, mais de quoi elle nous parle, la grognasse ? Il n'y a pas de version américaine des Demoiselles de Rochefort. I got you, les gars. Je vais vous expliquer. Après ça, il faut trouver l'endroit parfait pour filmer ce grand théâtre grandeur nature. Il faut trouver la ville où on peut chanter, danser, faire des claquettes avec le visuel approprié. Et Jacques Demy, il pense d'abord à Avignon, sauf que la place publique de Avignon, elle n'est pas assez symétrique, elle n'est pas assez carrée, géométrique et grande. Et dans sa tête, Jacques Demy, il a déjà une vision particulière. Il faut que tout le film gravite autour de la place. Il faut que la place de la ville, ce soit le lieu où s'installent les forains pour monter leur kermesse qui va tout changer dans la vie des protagonistes. Ce soit le lieu où se trouve la baraque à frites de la maman, où elle parle de son histoire avec Simon Dame, où elle revient sur les sacrifices qu'elle a fait pour élever ses filles. Tout ça, ça doit être autour de la place. Même l'appartement des 2 sœurs, il donne sur la place. En fait, cette place, c'est vraiment le noyau du film. Et c'est ce qui montre à quel point Jacques Demy, il s'est dit, je peux pas tourner n'importe où, il faut que je trouve la place. Vous voyez, c'était un peu son Roman Empire à l'époque. Avec Agnès Varda, il parcourt de nombreuses villes dans le sud de la France pour trouver la place magique. Il cherche vraiment un endroit où il y a du soleil, parce que c'est un film joyeux, mais un endroit où il y a cette géographie et cette symétrie-là assez impressionnante. Quand il tombe sur Cherbourg, Jacques Demy, il a un vrai coup de cœur et en fait, je vais vous mettre une photo de la plage juste ici, que vous voyez à quel point elle est entourée de lotissements urbains, mais qu'au final, cette place, c'est vraiment aussi le cœur de la ville et qui a un peu été renommée la place des Demoiselles depuis qu'a été tourné le film. Mais c'est quand même dingue à quel point la ville, elle est née une 2e fois grâce à ce tournage. Le rêve de Jacques Demy, il a quand même tourné autour d'une place. De là, il faut convaincre la Warner d'investir de l'argent dans le film. Et pour ça, il va falloir utiliser plusieurs tricks pour mettre des éléments un peu américains dans le film et dans la production. Par exemple, il y a un chorégraphe irlandais qui est employé pour chorégraphier les danses dans Les Demoiselles de Rochefort, et c'est pas n'importe qui. Parce que comme je vous l'ai dit, on n'a pas de chorégraphe français. On est obligé de traverser la mer pour en trouver un. On va donc engager Norman Maine, qui a été notamment le chorégraphe du film avec Marilyn Monroe, Les hommes préfèrent les blondes, et notamment de la chanson Diamonds Are a Girl's Best Friend, qui a été reprise dans Moulin Rouge par exemple. Lui, c'est vraiment un emblème de la comédie musicale à l'époque. Il a chorégraphié plein de numéros de cabaret et du coup, il arrive à Rochefort avec toutes ces idées qui s'adaptent à la place et qui s'adaptent à des mouvements de chœur avec plein de danseurs différents. Ensuite, on pense à engager des acteurs américains. Jacques Demy se dit, il faut pas que je voie petit. Il faut que je ramène des gens qui pèsent. Comme je vous l'ai dit, c'est un énorme fan de comédie musicale et de West Side Story. Il a donc appelé Georges Chakiris, le mec qui joue littéralement Bernardo dans West Side Story. Mais quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que Bernardo, c'était Étienne le forain. Voilà, moi c'est mon seul multiverse qui me suffit. J'ai adoré le premier West Side Story, je le trouve trop cool. Et le fait de voir Georges et Étienne, qui sont les mêmes personnes, ça m'a totalement brainwashed en fait. Pas le bon mot que je voulais utiliser. Ça m'a mindfuck tout simplement. Mais surtout, le rôle d'Andy, donc ce compositeur qui arrive dans la ville de Rochefort, il est attribué à Gene Kelly. C'est quand même, pour vous dire, le rôle lead dans Chantons sous la pluie. Il a joué dans Xanadu, dans Un Américain à Paris. Le gars est partout à l'époque. C'est vraiment le mec qui chante dans les années 60. Le fait que Jacques Demy et Michel Legrand arrivent à le faire venir en France et à Rochefort, c'est quand même assez dingue. Rochefort prend la forme des planches de danse de toute une troupe de comédie musicale, d'un monde hyper coloré, hyper fantasmagorique. Et en fait, je trouve que c'est tellement abouti et tellement bien pensé qu'il faut vraiment en parler à fond. Du coup, le chef décorateur Bernard Evin, je ne sais toujours pas comment on prononce son nom de famille, il a quand même été assez ambitieux dans ses choix esthétiques. Il a été capable de repeindre 40 000 mètres carrés de façades de maisons autour de la place en blanc puis en couleur.
Donc c'est-à-dire que imaginez-vous la quantité de peinture blanche utilisée dans le film. Je pense que ça a été la première ligne dans la fiche technique des dépenses. Je n'ai pas réussi à trouver des chiffres précis du budget utilisé dans le film, mais je pense que c'est quand même assez astronomique, sachant que le film a coûté 6 fois moins cher qu'une production musicale aux États-Unis, mais que ça a été un des films les plus chers des années 60 en France. Donc on voit vraiment cette différence d'échelle entre les États-Unis, où leur religion c'était Broadway, donc de toute manière ils allaient claquer des milliers de cents dans des productions comme telles, alors qu'en France c'était beaucoup plus des films lents, des films d'auteur avec des clopes dans la bouche et des verres de vin. On n'avait pas ce genre de production hyper dansante, hyper joyeuse et hyper gargantuesque. Demi avait en tête 2 autres actrices pour jouer les protagonistes, Brigitte Bardot, donc Burke la raciste, et aussi Audrey Hepburn. Audrey Hepburn qui a notamment joué dans My Fair Lady. Donc en fait, c'est cette idée de traduire un cinéma hollywoodien en un cinéma français tout en gardant toute cette patte hollywoodienne et juste en mettant des petits décors de Rochefort pour faire un peu français quand même. Moi je trouve que c'est un crossover assez dingue, une vraie histoire d'amour entre la France et les États-Unis que je ne pense plus possible désormais vu que l'homme orange gouverne là-bas. En tout cas, malgré toute l'ambition de ce film et toute cette aspiration américaine, la version américaine n'a jamais été distribuée. Le film est sorti en France le 8 mars 1967 et il est sorti 1 an plus tard à New York, seulement là-bas, dans sa version française sous-titrée. Mac Baudard va donc revendre les droits du film, elle ne touchera aucun bénéfice dessus et le film réussira à se bâtir sa réputation simplement sur ses chansons. C'est ce qui a vraiment sauvé le film, c'est les paroles de Jacques Demy et la musique de Michel Legrand. Sinon, ils auront perdu énormément d'argent avec cet engagement avec la Warner qui du coup n'a pas pu vraiment être honoré. Dans le milieu anglophone, étonnamment, c'est les Parapluies de Cherbourg qui ont été davantage appréciés, alors que moi je trouve que c'est vraiment pas son meilleur film, mais Les Demoiselles de Rochefort a eu un accueil un peu plus fermé. En France déjà, la critique était un peu partagée, c'était là en mode oui c'est sympa, c'est léger, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, alors que maintenant le film est tellement admiré. Maintenant que je vous ai un peu posé le contexte de toutes ces ambitions américaines, de quoi parle ce film ? Eh bien, c'est pour ça que j'ai utilisé la chanson de Gérard Lenormand. J'espère que ce n'est pas un pédophile ou un énorme misogyne, mais je trouve que son titre est hyper adapté à ce dont je veux vous parler, à savoir la balade des gens heureux. En réalité, cette histoire, elle est assez simple. C'est l'histoire de Solange et Delphine, qui sont respectivement profs de solfège et profs de danse à Rochefort. Elles vivent encore dans la ville de leur maman qui a un peu tout plaqué et qui vend des frites toute sa vie pour leur permettre d'avoir une vie beaucoup plus ambitieuse que ce qu'elle a eu. Elle a quitté son mari très tôt à cause de son nom de famille, Monsieur Dame, et elle ne l'a plus jamais revu depuis. À Monsieur Dame, elle lui a raconté qu'elle avait rencontré un Mexicain et qu'elle était partie avec lui. Sauf que c'est un énorme crack, les gars. Monsieur Dame aussi habite à Rochefort. Je vous pose ça là. Ceux qui n'ont pas vu le film, je pense que vous pouvez faire les connexions tout seul. On introduit le personnage de Guillaume, qui est le mec de Delphine à cette époque. Sauf que Guillaume, c'est un galeriste qui est quand même très prétentieux, très arrogant. Un Guillaume, concrètement, qui est quand même assez pervers narcissique. Et le film commence sur Delphine qui rompt avec Guillaume et qui se dit qu'elle mérite mieux. Ce qui est assez fou, c'est que à Rochefort, en ce moment, un mystérieux marin peint le portrait de Delphine sans jamais l'avoir rencontré, son idéal féminin. Donc Delphine se dit qu'un mec, quelque part dans Rochefort, fait son portrait tous les 4 matins, mais qui ne sait pas qu'elle existe. Mais c'est là où leur destin se lie, si vous voyez ce que je veux dire. Solange, elle rencontre le compositeur Andy un jour alors qu'elle renverse ses stylos par terre. Andy, c'est un ami de Monsieur Dame qui est revenu à Rochefort pour le rencontrer et pour rencontrer une brillante compositrice que Monsieur Dame lui a recommandée. Tewe, la compositrice, c'est Solange et c'est comme ça que leurs chemins vont encore une fois se croiser par hasard. Toutes ces rencontres sont provoquées par l'arrivée des forains qui établissent la kermesse pour le week-end. Tous les destins de tous les protagonistes se lient dans un truc hyper joyeux de chansons, de chorégraphie. Tout est bien pensé, à l'instar des chansons thème de chaque personnage. La chanson de Maxence, le marin, peintre et poète, est hyper belle, elle reste énormément en tête et c'est une des chansons qui a été la plus appréciée dans la production des Demoiselles de Rochefort. C'est donc ainsi que Jacques Demy fait appel
à Catherine Deneuve, qu'il a rencontrée dans Les Parapluies de Cherbourg, qui s'est montrée être une actrice très prometteuse. Elle va donc tourner avec sa vraie sœur dans la vraie vie, qui est donc Françoise d'Orléac. Et c'est là qu'on remarque que tous les médias français essaient de les faire un peu se tourner le dos. Ce que je trouve génial, c'est que Catherine Deneuve l'explique dans une de ses interviews. Elle dit: quand vous avez plusieurs rôles leads masculins, personne ne dit rien. Par contre, quand c'est deux femmes qui sont à la tête d'une affiche, on veut soit qu'elles se détestent, soit qu'elles soient attirées sexuellement l'une par l'autre dans une attirance lesbienne bizarre des fantasmes chez les hommes. Ce qui est toujours le cas encore aujourd'hui. Je trouve ça très pertinent de voir qu'en fait, ce film les a beaucoup plus rapprochées que séparées et qu'elles ont réussi à résister à la pression de tous les paparazzis. Il faut quand même savoir que c'est grâce à Françoise d'Orléac que Catherine Deneuve a commencé à tourner. De base, elle n'était pas du tout actrice, elle voulait pas le devenir, mais en fait un jour Françoise d'Orléac a besoin de jouer avec une de ses sœurs et en fait le réalisateur des Porte qui claque lui demande: est-ce que tu connais quelqu'un qui te ressemble? Et c'est là qu'elle ramène Catherine sur le tournage, qu'elles jouent ensemble, que Catherine est repérée et que sa carrière débute. Dans le documentaire de Lina dont je vous parlais tout à l'heure, on voit clairement à travers ces images d'archives qu'elles sont hyper complices, qu'elles sont très généreuses l'une avec l'autre, qu'elles n'arrêtent pas de se couper la parole, de se chamailler. En fait, on voit à quel point elles sont sœurs. Et cette sororité-là, elle transparaît énormément dans leurs personnages de Solange et Delphine. Et d'ailleurs, elles disent elles-mêmes que Catherine, c'est Delphine et que Solange, c'est Françoise. Elles ont les mêmes caractéristiques un peu physiques, sauf qu'elles portent des perruques. Elles ont la même façon de réfléchir et elles ont un peu cette même distance. Solange, le personnage, il est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mature, beaucoup plus tragique. Delphine, elle est un peu plus fleur bleue, un peu plus romantique, beaucoup plus guillerette. On voit vraiment la différence entre les deux. Et Françoise, c'est la grande sœur de Catherine. Et c'est là qu'on voit à quel point elles ont un peu cette dichotomie-là aussi dans leur caractère de base. Cependant, le grand drame de cette production et de cette sororité, c'est que le 26 juin 1967, Françoise d'Orléac prend la voiture de Nice pour se rendre à l'aéroport et partir à Londres pour la projection des Demoiselles de Rochefort en Angleterre. Sauf que sur la route, elle décède dans un accident de voiture à 25 ans. Ce décès-là, je pense qu'il a joué aussi dans le fait que le film n'a pas pu se faire en Angleterre et que la production anglophone ne s'est pas totalement aboutie. Je pense qu'il y a une partie d'émotion et de sentiments dans la tragédie que ça a représenté. Je pense qu'on peut faire une petite analyse brève des thématiques du film, mais je sais pas si je vais faire une partie spoiler. Je pense pas que ce soit hyper pertinent, parce que déjà, je vous encourage à voir le film tellement c'est bien. Et ensuite, la partie spoiler, c'est pas la plus intéressante dans le film. C'est vraiment à quel point les destins des personnages se construisent, mais vous vous doutez bien que dans une comédie musicale, ça finit rarement mal. C'est pas un opéra de Mozart. Pas trop d'avis sur la fin. Moi, je suis juste contente que les gens soient des kiffeurs et que tout le monde finisse par danser et chanter en partant pour Paris, comme les sœurs le disent dès le début. Donc c'est pas un spoil. Déjà, je trouve qu'il y a une certaine dualité que Demy dresse entre cette réalité militaire très carrée, cette place géométrique, quelque chose de très codifié, et des chants qui se veulent très fantastiques, qui parlent de l'âme sœur, de l'idéal féminin, de l'amour. Ça montre à quel point, dans cette trajectoire de la nouvelle vague, il incruste en fait son film dans une réalité qui est militaire. On voit des marins et des soldats dans toute la ville qui défilent, qui font des parades. Tout le film est ponctué par ça. C'est ponctué par Maxence qui est en permanence et qui rentre à Nantes voir sa famille, qui va en permanente, la blague de l'année. On a quand même des personnages qui sont soumis à la réalité de la société de l'époque et à cette volonté d'accéder à quelque chose de meilleur, à des meilleures opportunités, de finir le service militaire et d'être enfin tranquille, de devenir poète et peintre, de se trouver dans une ville où on a un champ des possibles qui est beaucoup plus grand, plutôt que de rester dans une campagne où on peut juste vendre des frites. En fait, on a quelque chose de très social et en même temps de très réel dans la façon dont le propos positionne ces personnages par rapport à la réalité de leur monde. Cependant, c'est des personnages qui sont très rêveurs, et ça, c'est la caractéristique du cinéma de Demy. On a des protagonistes féminines qui rêvent de l'amour, qui rêvent de vivre de leur passion, qui rêvent de vivre ensemble et de ne jamais se quitter. C'est quand même assez beau aussi de voir que même les forains, leur travail, c'est de vendre du rêve. Eux aussi ont des rêves. Étienne et son camarade, ils tombent amoureux de Delphine et Solange. Bon, c'est plus une attirance physique, comme ils le disent. On voudrait coucher avec vous. MDR, tu nous trouves juste belle, tu nous aimes pas. C'est un peu la réaction de Delphine et Solange.
Pourtant, ils ont quand même cette faculté de rêver, de se projeter. Et ça, on le voit dès la scène d'ouverture, la scène du transborder, avec le grand pont qui fait passer les motos et les camions des forains. On t'amène vers la réalisation des possibles et on pave la voie vers la kermesse et vers l'endroit où tu peux rencontrer les amours de ta vie. Même si je ne pense pas que Delphine et Solange sont les amours de leur vie. Mais à cet instant T, il le pensait très bien. Le personnage le plus rêveur, c'est quand même Maxence. C'est quand même ce mec qui passe sa vie à dessiner une meuf qu'il ne connaît pas, mais qui voit dans ses rêves. Et en réalité, c'est une vraie meuf. Quand même, vraiment, la faculté du gars, elle est dingue. Et en fait, je trouve quand même que le duo de rêveurs le plus pragmatique, c'est la mère de Delphine Solange et Monsieur Dame. Parce qu'on comprend, par la force des choses, que les deux étaient ensemble à un moment donné, que Monsieur Dame est le père des deux sœurs. Ça, c'est pas un turning point pour tout le monde, je pense. Et en fait, de voir que chacun rêve de se retrouver dans leur âge avancé, alors que leur carrière est lancée, alors que la mère, ça fait des années maintenant qu'elle tient son café, et que le père est devenu un riche vendeur d'instruments de musique qui a réussi à rayonner au point d'avoir des amis en Europe qui font de la musique, notamment Andy aux États-Unis. En fait, c'est de voir que chacun, dans leur vie lancée, dans leur vie de famille bien aboutie, même si la mère des filles est aussi mère de Boubou, donc elle l'a eu plus récemment, ils rêvent chacun l'un de l'autre. Mais ils rêvent l'un de l'autre dans un souvenir collectif de ce qu'a été leur relation avant. C'est un rêve qui est ancré, c'est un rêve qui est basé dans une réalité. Et c'est le seul couple que je trouve assez mélancolique parce qu'ils partagent cette vision d'un amour révolu, mais d'un amour qui existe encore un peu au fond de leur cœur. C'est plus une flamme, mais c'est un peu une étincelle, une braise qui reste. En tout cas, ce que je trouve vraiment intriguant quand même, c'est de voir à quel point Paris est idéalisé. Tous les personnages cherchent leur idéal féminin, leur âme sœur, leur nanana, ils veulent s'aimer et faire des gosses. Mais Paris, c'est quand même le centre de possibilités de ces réalités-là. Je vous disais tout à l'heure que Jacques Demy crée une carte autour de Paris. Paris, c'est un peu le point central de cette carte dans le champ des possibles. Paris, c'est là où vont vivre les personnages mariés des Parapluies de Cherbourg. Paris, c'est là où partent la caravane des forains et les deux sœurs pour vivre de leurs rêves enfin et de leur passion artistique. Paris n'est jamais filmé, mais Paris est toujours pensé par Jacques Demy dans ses films. Il y a toujours Paris qui est sous-jacent dans une de ses lignes, et c'est ça que je trouve assez intéressant quand même. C'est de voir que le point de chute de tous ces personnages, la seule façon de réaliser leurs rêves, c'est d'aller à Paris. Alors que Paris, vas-y, c'est juste la Tour Eiffel. Je rigole. J'adore Paris. Pour Jacques Demy, le moyen de permettre une sorte de transfuge de classe, entre guillemets, c'est l'intensité amoureuse et le fait d'habiter à Paris. C'est quand même très fantaisiste, c'est quand même très merveilleux comme vision du monde. Mais en même temps, cette vision-là, elle est inscrite dans une réalité militaire, dans un contexte de guerre et dans des objections qui sont sociétaires. Donc, moi, je trouve ce film beaucoup plus intelligent que ce qu'on penserait, à l'inverse de beaucoup de cinéphiles hommes qui pensent que Les Demoiselles de Rochefort et La Lande, c'est les films préférés des meufs parce que c'est des histoires d'amour. Moi, je répondrais que voir foncièrement Les Demoiselles de Rochefort comme simplement une histoire d'amour, c'est ne pas avoir compris le film. Parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est des histoires d'amour, mais dans un contexte donné, dans une situation de la société donnée et dans l'histoire d'une époque où a vécu le réalisateur donné. Et quand on a toutes ces choses en tête, je pense qu'on peut vraiment comprendre d'où écrit le réal, où vont les chansons de Michel Legrand et comment est-ce qu'elles sont interprétées par les acteurs. Déjà, pour commencer mes 3 dimensions, j'avais envie de vous présenter le livre de la comtesse de Ségur, et oui, sorti en 1858, qui s'appelle Les Petites Filles Modèles, et c'est la suite des Malheurs de Sophie. Donc théoriquement, ceux qui ont un petit peu de pop culture, ils doivent savoir où ça se situe. Et en gros, pour commencer, je voulais vous lire une citation de la comtesse de Ségur que je trouve assez pertinente dans le cadre des Demoiselles de Rochefort. Vous allez comprendre pourquoi. Les petites filles modèles ne sont pas une création, elles existent bien réellement. Ce sont des portraits, la preuve est dans leur imperfection même. Elles ont des défauts, des ombres légères qui font ressortir le charme du portrait et attestent l'existence du modèle. Ces 2 petites filles, c'est donc Camille et Madeleine de Malloret dans
l'histoire des petites filles modèles. Et en gros, c'est l'histoire d'une famille noble au 19e siècle. Moi, j'avais le livre de la Bibliothèque Rose quand j'étais petite. Je l'aimais trop et je le relisais hyper souvent. En gros, ça raconte différentes aventures de ces fillettes-là qui expérimentent le bien et le mal. Un peu comme dans Les Malheurs de Sophie. Sauf que Sophie, elle se prend les malheurs en pleine gueule, alors que dans Les petites filles modèles, c'est plus en mode « Oh my god, regardez comment les gens sont tristes. Bouf !» Mais moi, j'avais adoré ce monde qui est pastel et onirique, qui dépeint l'innocence de jeunes filles qui sont confrontée à un monde qui est difficile, à Sophie, qui est un personnage hyper complexe, qui en même temps, elle est maltraitée par sa belle-mère, mais en même temps, elle reproduit des schémas d'excès sur ses pairs. C'est un truc un peu complexe, mais qui se veut très fidèle à la réalité également. Pour moi, tout ça, ça traduit une certaine souffrance des jeunes filles qui se rendent compte qu'elles ne vivent plus dans le rêve qu'elles se construisaient à l'époque. Et ça, c'est comparable à la bulle que représente Rochefort, à cette parenthèse de fantaisie dans une France en guerre, dans une société qui ne permet pas autant de liberté aux femmes qu'elles aimeraient, dans une société où tout n'est pas possible, alors qu'on essaie de faire croire que ça l'est, un peu de façon méritocratique en quelque sorte. Et je trouvais ça beau de voir comment les personnages, selon la comtesse de Ségur, ne sont pas vraiment des personnages, ce sont des petites filles qui ont vraiment existé. Et c'est un peu comme les personnages de Delphine et Solange, elles sont calibrées sur leurs actrices qui sont elles-mêmes sœurs dans la vraie vie. Je trouve que tous ces parallèles-là, ils sont assez intéressants et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Deuxième dimension, je voulais vous parler d'un photographe qui s'appelle Maxime Vistico. Et en gros, anecdote de dingue, je ne suis pas du tout payée pour faire sa promotion. Hein. Je tiens à le préciser, c'est moi qui lui ai proposé de parler de lui. Mais j'ai rencontré ses photos sur Instagram un jour et je suis tombée totalement amoureuse de sa patte esthétique parce que je trouve que un peu dans le même style des Demoiselles de Rochefort, c'est quelque chose de très rêveur mais de très coloré. C'est vraiment hyper pop ces couleurs. En même temps, vu que c'est fait à l'argentique, c'est super joli. Donc c'est un photographe et un directeur artistique et il vend ses tirages sur son site internet que vous pourrez retrouver. Et moi, j'achèterai un tirage parce que je trouve ça trop bon en fait. Je vais vous mettre ici quelques-unes de mes photographies préférées et je voulais quand même le remercier parce que c'est en partie grâce à lui que j'ai eu envie de m'intéresser à la retouche photo, mais surtout à l'étalonnage dans le cinéma et à voir à quel point ça traduit énormément de choses sur les personnages, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser et beaucoup plus que juste, là il y a du rouge dans la scène, donc ça veut dire qu'il y a de l'amour et de la passion. En vérité, c'est un métier qui est hyper complexe parce que quand tu es photographe, tu développes un regard particulier et tu essaies de te mettre à la place des gens qui vont recevoir ta photo pour te dire est-ce qu'ils vont capter que là, je parle de ça. Et du coup, je trouve ça hyper beau d'avoir, dans le cas des Demoiselles de Rochefort ou dans le cas de Maxime, ce parallèle de couleurs et de duplicité entre la réalité et le fantasme. Enfin, je voulais vous parler d'un de mes groupes préférés qui s'appelle The Sacred Souls. Donc, je voulais vous mettre là, j'ai un vinyle, j'en ai un deuxième. Ils sont hyper connus pour Can I Call You Rose, qui a été un son qui a trendé sur les réseaux. Mais moi, je voulais vous parler de la chanson We Don't Have to Be Done, qui est sortie le 12 mai 2025. C'est un de leurs singles que je trouve trop beau. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce que n'importe quelle de leurs chansons ou de leur album pourrait passer pour moi comme une chanson en fond dans un film de demi. C'est quelque chose de très dynamique, en même temps très jazzy. Et du coup, ça fait que ça pourrait trop être une chanson genre qui passe dans un fond en cabaret ou dans une scène de demi où on a un coucher de soleil sur l'Adriatique. Et genre, il fait un peu soir, on a un petit cocktail dans la main et on voit deux amants qui discutent. J'aime beaucoup trop ce qu'ils font. C'est un trio de soul rétro qui est très jazzy et qui est originaire de San Diego, je crois. Et ils ont plein d'influences piliers différents, donc je reprends mon petit carnet. Ils font partie du label Daptone, notamment, qui a révélé Sharon Jones et de Dap King, ou encore Lee Fields, qui a fait un Tiny Desk récemment, qui était trop cool. Moi, je vous suggère d'aller écouter. Bref, c'est une musique à écouter en soirée chill, en bossant, mais surtout en full immersion dans un film qui est aussi important visuellement. Je trouve que c'est ce genre de musique qui colle exactement avec son contexte et qui fait ressortir le meilleur de ce genre d'image parce que c'est toute une atmosphère, en fait, c'est trop beau. Je voulais finir par vous parler un peu de l'impact de ce film sur un peu notre culture actuelle. Déjà, Les Demoiselles de Rochefort, il y a eu une comédie musicale, je crois qu'elle tourne encore au Lido. C'est hyper bien mis en scène, déjà parce que je pense que le budget est assez énorme. Il y a plein d'effets spéciaux qui sont repris et je trouve que les personnages sont très bien interprétés déjà par des acteurs et des comédiens qui viennent un peu du monde entier, mais aussi la scénographie est trop belle.
notamment Guillaume, du coup le galeriste toxique et moche. Il a une scène où en fait il y a des statues humaines qui sont peintes un peu en argenté et en doré, qui prennent des poses, et en fait je trouve ça trop beau. Il n'y a pas du tout ça dans le film et c'est une totale réinterprétation de ce monde-là. Le directeur musical du coup c'est Patrice Perrieras, la mise en scène elle est de Gilles Rico et les costumes sont de Alexis Mabille. Le spectacle tourne depuis la rentrée 2025. Moi je l'ai vu avec ma mamie, c'était trop bien, merci mamie. Si jamais vous avez l'occasion de le voir ou de voir quelques vidéos, n'hésitez pas parce que c'est un peu une réinterprétation du film de Jacques Demy sur une scène qui est un peu différente de la place de Rochefort, mais qui se vaut tout autant. Et enfin, je voulais vous parler de l'influence des Demoiselles de Rochefort sur le cinéma actuel, notamment La La Land de Damien Chazelle, sorti en 2017, je crois. La scène d'ouverture de La La Land, Another Day of Sun, qui est composée par Justin Hurwitz, où il y a des gens qui dansent sur des voitures, c'est clairement inspiré de la scène d'ouverture du Transborder de Jacques Demy. Donc, moi, je voulais vous dire de maintenant faire bien attention quand vous regardez des films, de voir un peu les échos musicaux entre différentes comédies musicales. Parce qu'en fait, bien que Jacques Demy s'inspire énormément de Broadway, il a quand même fait son film dans les années 60. Et maintenant qu'on voit des comédies musicales qui sortent chaque année au ciné, on remarquera toujours un petit écho, un petit clin d'œil à la patte de Jacques Demy. Et moi, je trouve ça hyper chouette à faire. C'est un peu un jeu des 7 différences de cherche et trouve. Alors moi, je vous encourage à chercher et à trouver à quel point Jacques Demy, c'est un symbole du cinéma. Et il faut voir ces films de toute urgence. Je voulais vous remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère que Manjou, tu n'es pas trop assommé. Non, ça va. Il est là depuis 2 heures, il est assis et il est trop chill. En tout cas, J'ai passé un super moment. Voilà. Tu me coupes la parole en plus. Ouais, je te coupe la parole. Bolos. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de nous avoir écoutés et je vous souhaite et j'espère foncièrement vous revoir le mois prochain pour sortir notre prochain film et pour parler de notre prochain épisode qui va être vraiment bien, les gars. Donc abonnez-vous. Je compte sur vous. Cette année, lunettes 3D on the top. Voilà, let's go. Lunettes 3D en 2 top.